Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Et pour cette fois-ci, nous allons évoquer l'avenir politique, surtout des partis d'opposition au Togo. Il était annoncé une recomposition de la classe politique après la série d'élections malheureuses pour l'opposition togolaise qui n'a pas eu un bon score durant ces élections. Donc, redistribution des cartes politiques, où en est-on? Nous en parlons avec Innocent Kagbara. Il est le président du PDP, le Parti démocratique panafricain. Il est député à l'Assemblée nationale. Il préside la commission éducation et développement socio-culturel. Merci Innocent Kagbara de rester avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir. Alors, pour commencer, je vais vous demander un exercice, de nous présenter un peu la carte politique de votre pays, le Togo. Quelles sont les grandes forces politiques selon vous aujourd'hui? Oh, mais vous savez, ça sera prétentieux de ma part de vous dire, voilà. Bon, et puis pour ne vexer personne, je vous dirais, écoutez, il y a des gens qui nous ont précédés, qui étaient là depuis les années 90, qui ont fait un combat formidable, magnifique. Mais la situation du pays et la singularité du Togo n'a pas permis à ce que nous ayons l'alternance. Donc, il faut respecter toutes ces forces-là. En premier lieu, je peux citer l'UFC. Après, il y a eu des gens qui ont pris... L'UFC de Gilles-Christ Olympio. L'UFC de Gilles-Christ Olympio, actuellement, qui est le chef de file de l'opposition, qu'il faut vraiment respecter. Il faut respecter. Je pense que certains sont venus après, s'ils avaient compris qu'il fallait respecter l'UFC, donner sa place à l'UFC, faire en sorte que le combat ne soit pas dirigé contre l'UFC, mais contre notre adversaire commun, je pense qu'ils auraient réussi mieux leur combat. Donc après, nous pourrons citer l'ANC, nous pourrons citer Tipi Achadam, nous pourrons citer la DMK, qui a fait un score. C'est pour ça, avant la rupture, vous avez parlé d'une lourde défaite. Non, il faut relativiser. Quelqu'un qui a créé un parti, qui n'avait même pas de député à l'Assemblée nationale, après qui a eu des députés, après qui a changé le nom de son mouvement, et qui est arrivé à 19%, non, il faut relativiser. Il a fait un score incroyable. Incroyable. Donc, je pense que nous sommes en train de construire l'opposition. Nous sommes en train de construire l'opposition. Et puis, il y a les forces du centre, le centrisme, où nous pensons que les deux antagonismes ont fragilisé le pays, n'ont pas permis au pays de se développer. Donc, nous voulons mettre la balle à terre, que nous puissions discuter avec l'ensemble des forces de l'opposition. Ça ne veut pas dire faire forcément une coalition. Ça ne veut pas dire forcément faire une coalition, mais discuter avec tout le monde. Respecter nos adversaires, nous respecter entre nous. Arrêter de se vilipender. Et c'est comme ça que nous pouvons construire une opposition responsable et prétendre prendre le pouvoir en 2025. Donc, ce que je peux vous dire, c'est actuellement, ce qui pèse dans le débat aussi au Parlement, c'est les forces de l'opposition du centre que nous constituons avec l'honorable Tama et moi. Alors, la cartographie des acteurs que vous avez présentés, vous êtes contenté des forces de l'opposition. En face, il y a le parti au pouvoir. Unir, oui. Unir, homogène. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que d'année en année, ce parti devient de plus en plus puissant? Oui, ils se sont renforcés de unir à... Les scores que nous observons, nous ne les avons même pas connus du temps de Général et Adema. Vous voyez, donc ils se sont renforcés. En fait, les événements de 2017 ont permis à Unir de se restructurer, de mieux s'organiser, de mettre les jeunes en avant, parce qu'entre-temps, il y avait eu un flottement entre RPT et Unir qui devait être... Parce qu'il y a des gens qui sont venus de la diaspora qui soutenaient le chef de l'État, mais qui ne voulaient pas forcément être du RPT. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça a été un creuset où les gens se sont retrouvés, mais ils se sont retrouvés derrière le leader, qui est le chef de l'État. Et après, il y a eu une certaine homogénéité parce qu'ils se sont retrouvés maintenant sur des valeurs, sur un combat, sur un projet. Donc actuellement, je peux vous le reconnaître, ils sont soudés, ils sont organisés, ils ont les moyens, ils sont prêts pour tous les combats. Même si on dit les élections dans ces 48 heures, ils sont prêts. Pour ouvrir une parenthèse, mais il y a certaines forces de l'opposition qui avaient participé à la création de ce parti. Je dis certaines forces, certains éléments de l'opposition. Certains leaders. Oui. Mais qui n'ont pas tenu long feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mayonnaise n'a pas pris? Je veux parler du premier secrétaire général qui était d'un parti de l'opposition, Monsieur Haïdam, qui a été perdu en cours de route. Non, mais je pense ne sais pas s'il fait partie toujours du parti, moi, mais je ne sais en pas, tout je cas, peux pas vous plus au premier plan.
Je ne peux pas vous répondre. Moi, vous me posez des questions sur l'opposition, vous me posez des questions sur le PDP, je vous réponds. Maintenant, ce qui concerne UNIR, invitez les premiers responsables d'UNIR, invitez M. Aïdam, posez-lui la question. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense qu'à la création de l'UNIR, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de dire, écoutez, nous nous sommes combattus. Si vous pensez que nous pouvons travailler ensemble, rejoignez-nous. Mais il faut que vous partagez les mêmes valeurs. Moi, je suis contre tout ce qui est coalition où les gens n'ont rien ensemble, mais parce qu'il y a une pression populaire, les gens se mettent ensemble. Ça, c'est pour leurrer le peuple. Non, ça ne va jamais marcher. La conséquence, c'est la guerre qu'il y a actuellement. Quand vous obligez les gens à rester ensemble, mais ils n'ont pas de valeur partagée, la conséquence, c'est ça. Donc, moi, je pense que même unir se métamorphose. D'autres vont partir, d'autres vont venir, mais c'est ça la vie d'un parti politique. C'est ça la vie d'un parti politique. Et donc, vous estimez que malgré la restitution, malgré la métamorphose du RPT à UNIR, vous pensez que ce parti a encore maintenu les liens avec la base? Qu'est-ce qui fait la solidité donc, ils se sont renforcés, ils ont de jeunes technocrates qu'ils ont mis devant, ils ont renouvelé, ils vont mieux structurer le parti, ils se sont implantés sur le terrain et puis ils ont les moyens de leur politique. Ils ont l'argent en fait. Ce que les gens oublient de dire au niveau de l'opposition, les opposants sont pauvres. Laissez les gens venir sur vos plateaux dire oui, on va-y, mais après vous le faites comment? Vous trouvez l'argent où? C'est ça. La politique, c'est l'argent. Les gens n'ont pas d'argent, ils peuvent venir dire tout ce qu'ils veulent, mais si on dit... Mais la politique, comprenez simplement, un parti, les moyens, les élections. Vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas mettre votre stratégie en marche. Vous n'avez pas de député, vous n'avez pas de maire, vous ne représentez rien. Mais lorsque vous parlez d'argent, est-ce que ce n'est pas réducteur? Est-ce qu'il ne faut pas parler de ressources de façon générale? Parce qu'il ne vous manque pas seulement des ressources c'est les ressources humaines. Même les ressources humaines, c'est l'opposition. Même les ressources humaines, ils n'en ont pas. Vous n'en avez pas non plus. Mais au moins, nous le reconnaissons, mais nous avons un minimum. Nous avons un minimum, nous le reconnaissons. Mais si vous êtes fonctionnaire de l'État, pour votre carrière, vous pensez que vous allez rentrer dans un parti d'opposition parce que vous voulez la promotion? Ben, je connais plein d'opposants qui sont des cadres de l'administration. Ils sont combien? J'en connais quand même. Oui, mais ils sont combien dans le parti? Pas UNIR. Vous aurez tendance à aller vers UNIR puisque vous voulez la promotion. Ça, c'est normal, en fait. C'est normal. C'est normal. Moi, je le comprends. Quand j'aborde quelqu'un vient me voir, ben, je lui dis, il dit, j'aime bien ce que vous faites, monsieur le président. Je lui dis, mais rejoignez-nous. Il dit, vous savez, moi, je suis tel, je suis rentré tel, j'ai ma carrière. Moi, je comprends. Moi, je ne vais pas obliger celui-là à rentrer dans mon parti si pour lui, ce qui est le plus important, c'est la carrière. Mais il n'a qu'à... Bon, je sais qu'il est sympathisant, mais je ne vais pas demander qu'il s'engage chez moi. Est-ce que vous pensez, comme certains, que le parti au pouvoir utilise, parce que vous avez dit qu'ils ont énormément de moyens, est-ce qu'ils utilisent parfois des moyens d'État pour se construire? Je n'ai pas de preuves, et moi, je pense que je ne rentre pas dans ce débat. Je ne les ai jamais vus prendre les moyens d'un ministère ou une direction. Donc, je pense qu'ils ont leurs propres moyens. Quand vous voyez quand même, c'est de grands cadres. Si chacun enlève un peu de sa poche. Et puis, je pense que actuellement, ce que j'ai eu dire, c'est que c'est l'un des partis où, en fonction de votre catégorie, vous cotisez. Chez nous, les gens ne cotisent pas. Dans les partis de l'opposition, c'est le président qui fait tout. Même quand les gens sont malades. Même avant-hier ou hier, j'ai envoyé des timonies à des gens. Chez vous, il paraît que vous cotisez, ce qui a même créé une polémique entre-temps. Non. Faut pas faire de l'amalgame. Il y a des gens qui militent dans ces partis d'opposition parce que c'est des opportunistes. Parce qu'il y a des élections, il y a des choses, ils veulent venir manger. C'est tout. Et ces gens-là, laissez, je vais vous expliquer. C'est très simple. Et c'est des gens-là qui créent les polémiques au sein de ces partis. Vous comprenez une chose. Le président qui paie le siège du parti, qui vous envoie régulièrement des sous, les activités. Mais pour une fois que vous avez quelque chose, on vous demande d'aider le parti, vous refusez. Vous pensez que c'est normal? Bon, maintenant, les prochaines fois, si le président du parti vous dit, lors des prochaines élections, que chacun paye sa caution, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas de candidat. Le problème, à mon sens, c'est que le quota que vous avez fixé était très élevé. Parce que j'ai ouï dire que vous avez réclamé 50%. Non, je n'ai pas réclamé. Je pense qu'on a déjà fait ce débat. Oui. Non, je n'ai pas réclamé 50%. Les gens disent ce qu'ils veulent. Mais la preuve, c'est que
ces gens-là, c'est juste l'argent qui les intéresse. Ceux qui viennent dans nos partis pour l'argent, moi je veux des militants de conviction. Je ne veux plus de ces gens de militants. Ils vous approchent juste à la veille des élections puisqu'il y a un avantage. C'est tout. Moi je ne veux pas de ces gens de militants. Et je n'en voudrais plus. Je ne vais plus même prendre ces gens de militants. Mais on fait une élection. On nous restitue notre caution. Vous dépensez 8 à 9 millions. On vous restitue 300 000. Après, on vous donne un petit financement de 500 000, ça vous fait 800 000. Mais les gens vous demandent de restituer. Mais attends, mais vous avez dépensé 10 millions. Les activités du parti, mensuellement, vous envoyez des sous aux gens. Vous avez le siège du parti. Vous devez chercher les cautions. Vous devez chercher les fonds de campagne. Mais ça, là, on trouve ça où? On trouve ça où? Monsieur Kamara, le problème de vos partis, est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas une comptabilité claire? On a une comptabilité claire. Les gens ne veulent pas contribuer, les gens ne veulent pas cotiser. Oui. Quand vous n'avez pas d'entrée, comment vous faites votre Non, moi j'ai une comptabilité claire. Moi je fais mes comptes. Il y a des partis qui n'ont pas de compte. Moi je fais mes rapports. Nous tenons nos réunions, nous avons nos rapports. Si vous venez, je vais vous montrer. Nous avons notre comptabilité. C'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que dès que vous envoyez quelqu'un à la CENI ou à la CELI, il ne veut pas contribuer à la caisse du parti. Et moi je trouve pas ça normal. Moi je trouve pas ça normal. Parce que ce n'est pas un concours qui vous a amené là-bas. Est-ce que vous êtes forcément le plus méritant? C'est un concours. C'est la politique qui vous a amené là-bas. Donc, il faut ramener quand même un peu de soi au parti pour fonctionner. Mais sinon, où est-ce que vous voulez que le président, lui, trouve les sous? La fois passée, pour le mois de décembre, nous, on nous a donné juste quelques miettes. Là, les gens ont dit que nous avons pris l'argent des délégués. On n'a pas reçu l'argent des délégués. S'il y a des gens qui ont participé à l'élection présidentielle et qui ont eu des fonds, je ne donne pas le nom du parti, et qui distribuent l'argent à leurs militants, ils leur reviennent. Ça, c'est leur politique interne. Mais c'est très difficile de gérer un parti de l'opposition. Là, vous êtes en train de parler, comment on va dire, du remboursement des frais, des cautions lors des élections municipales. Oui, qui a eu lieu c'est des miettes. C'est des miettes. 2020. Oui, on donne des montants. Quand vous voyez les montants dans la presse, vous vous dites que ces politiciens, ils ont pris l'argent. Non. Mais nous, on a reçu combien? C'est des miettes. On n'a pas eu l'argent des délégués. C'est de tout ça là que je vous parle. Les gens vous font croire que nous avons des sous, on nous donne de l'argent et que c'est... Non, c'est faux. C'est faux, nous souffrons. Nous souffrons beaucoup. Nous souffrons. Financièrement. Financièrement, nous souffrons. Qui peut me dire, parmi ces opposants-là, que lui, là, 20, 30, 40 millions tout de suite, si on dit il y a élection demain pour aller déposer la caution, il va trouver ça où? Il va trouver ça où? Mais vous précipitez quand il y a élection pour déclarer vos candidatures. On s'organise, mon cher ami, on s'organise. Si vous êtes chef d'un parti politique, vous devez vous organiser. Dès que vous avez connaissance d'une échéance, vous devez vous organiser. Et les militants doivent commencer par nous aider. Hein? Le cas que vous avez évoqué, le cas, je pense que c'est vraiment malhonnête de la part des gens de faire croire que le président veut forcément de l'argent. Non, moi je n'ai pas besoin de son argent. Moi, je n'en ai pas besoin. Donc, c'était une contribution à la caisse du parti. Et puis, en plus, vous avez une opportunité. Vous réunissez les gens, vous demandez leur avis. Et c'est la personne là qui vous dit, non, président, moi, quand j'irai là-bas, voilà ce que je vais faire pour le parti. Et quand la personne arrive là-bas, elle change. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on tolère ces agissements-là? Vous voulez qu'on tolère? Et comment le parti va faire pour grandir? Dites-moi si vous êtes à notre place, comment le parti fait pour grandir? Quand vous allez là-bas, vous n'appelez plus le président. Vous ne participez plus aux réunions. Vous êtes l'homme le plus occupé du monde. Vous simulez des cas de maladie. Vous n'avez jamais fait un meeting, vous n'avez jamais donné 50 000 francs dans votre zone. Mais comment vous voulez que le parti grandisse? Non, ce n'est pas un bon exemple. Et celui-là, je pense que vous, les médias, vous devez même le conseiller. Sauf que les médias ne sont pas des conseillers. Oui, mais c'est à travers ces médias-là, c'est vos confrères-là, on leur donne 30 000, 20 000 pour écrire des présidents de parti. Est-ce que ça, c'est normal? Vous êtes très informé, M. Kawara. Mais c'est comme ça. Donc, sur la comptabilité des journaux. Non, ce n'est pas de bons exemples, ça. Donc, n'amenez pas ça sur les... Non, ce n'est pas de bons exemples. Ces gens-là, c'est des gens même qui sont nuisibles pour la démocratie. Des gens qui se comportent comme ça. Ils sont nuisibles. Faire croire que le président veut de l'argent, mais parce que tu donnes combien au président? Tout ce que le président engloutit dans le parti, ça, tu n'as pas vu ça?
Alors, on va revenir à nos moutons. On était en train de présenter les grandes forces politiques. Et pour en finir avec, en tout cas, pour en finir, peut-être ça va prêter à confusion, pour clôturer le débat sur le parti au pouvoir. Est-ce que vous, parti de l'opposition, souvent, votre problème, est-ce que ce n'est pas que vous minimisez parfois les forces de vos adversaires et que le parti en face, souvent, vous oubliez parfois ses forces. Hein. Non. Vous ne pouvez pas faire la politique et puis être naïf. C'est pas possible. Là, vous ne savez pas ce que vous cherchez. C'est pour ça que nous, on vous parle de la durée. Nous, on vous parle du moyen long terme. Ceux qui vont aller aux élections, qu'est-ce que je vous ai dit? Que c'était la Champions League, les présidentielles. Après les présidentielles, on va rejouer les matchs de poule. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Les gens n'ont qu'à avoir un discours de vérité. Au moins, ils vont rentrer dans l'histoire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça peut encore durer 10 ans, ils n'auront aucun résultat. Ou bien il suffit qu'on mette un peu de pression sur eux, on les boucle un peu, quand ils ressortent, leur discours change. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être honnête dans ce que vous faites. Ils ne sont pas honnêtes. Il faut être honnête. L'honnêteté. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ce qu'ils disent, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont ni les moyens matériels, humains, ni les moyens financiers. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Et quand vous êtes au pouvoir comme unir pendant de longues années, vous avez des relations. Ce débat, je l'ai toujours fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de les minimiser. Donc, vous voulez dire aujourd'hui que l'opposition n'a pas les moyens de réaliser l'alternance? De vous à moi, si on va, on dit demain il y a élection, dans 48 heures. Ils ont les moyens d'aller à ces élections. Ils sont fragilisés, ils sont faibles. Et c'est quand les gens étaient au Parlement qu'ils avaient un minimum de moyens. Ils sont maintenant dans la mairie, ils ont combien? En fait, qui contribue dans la caisse de ces partis politiques-là? Posons le débat. Qui contribue? Si le président lui-même n'a pas les moyens, vous pensez que le parti peut vivre? Il faut respecter même tous les présidents de partis politiques. Il faut même les applaudir. Vous laissez de construire, vous prenez l'argent pour aller faire des meetings, vous prenez l'argent pour payer des cautions, et des gens prennent 20 000 données aux presses pour vous insulter. Vous pensez qu'on peut obtenir l'alternance comme ça? Non. Non, soyons sérieux. Il faut, tous les présidents de partis, il faut les féliciter. Donc vous pensez que les presses sont des individus à qui on donne 20 000 pour qu'ils insultent? Hein? J'ai pas dit ça, mais ce que je sais... Vous l'avez plusieurs fois dit. Non, ce que je sais, il y en a qui ne sont pas responsables. Il y en a qui vous critiquent, qui disent vous ne payez pas les employés, vous ne payez pas. C'est eux-mêmes là. Leurs propres employés ne sont pas déclarés à la CNSS. Eux-mêmes là, ils n'ont même pas de siège. Eux-mêmes, ils n'ont pas de contrat de travail. Mais à longueur de journée, ils se mettent à vous insulter. Est-ce que c'est crédible? Ils se mettent à dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais comment, même vous, même un patron de presse, ce que vous reprochez aux gens, vous-même, vous ne faites même pas le minimum. Mais comment un chef de parti politique, mais où est-ce que vous voulez qu'il trouve les moyens pour faire tout ce que vous êtes en train de dire? Vous les critiquez, ils sont des vendus, ils sont ci, ils sont ça. Mais où est-ce que vous voulez qu'ils trouvent les moyens? Les moyens vont venir du ciel. Les militants ne cotisent pas. Le chef de parti, il a quel moyen? Ce débat, je le pose pour que les gens nous fatiguent avec ça. Mais quel travail vous faites pour que vos militants cotisent? Est-ce que vous avez une stratégie ça, la réalité. De collecte de fonds, les militants d'ici et Nous sommes d'ailleurs? en train de mettre ça en place. C'est pour ça que nous voulons des militants de conviction. Vous allez voir, d'ici quelques années, ça va changer. Ceux qui seront dans nos partis, il y aura un minimum de cotisation que nous allons imposer. Mais ce n'est pas encore le moment, mais ça va venir dans le temps. Il faut recruter des gens qui ont de la valeur. Il faut recruter des gens qui connaissent la valeur du parti et qui ont une certaine conviction. Et nous allons construire le parti dans la durée. Mais arrêtez le populisme, arrêtez des choses pour distraire les gens, pour faire croire aux gens que vous pouvez. Non, vous ne pouvez. Pour le moment là, vous êtes trop faible, vous n'avez pas les moyens de votre combat. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Sénégal, vous allez au Congo, Brazzaville, vous allez même à Kinshasa, quand vous voyez les leaders de l'opposition, c'est des gens qui ont les moyens. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des gens qui ont les moyens. L'opposition togolaise est trop faible. Financièrement, ça ne tient pas la route. Donc vous ne pouvez pas... Arrêtons, organisons-nous dans la durée pour assurer l'alternance. Parce que même si vous faites bien, il y a une certaine lassitude quand vous êtes au pouvoir. Donc tôt ou tard, il y aura l'alternance. Mais si on ne s'organise pas avec des méthodes, et on est toujours dans le populisme, on a quelques soutiens dans la presse, on va toujours faire du surplace. C'est de ça que je vous parle. Ouais, je vais vous interroger sur l'organisation que vous convoquez là. Mais au sein de l'opposition, pour revenir aux forces de l'opposition, quelle est votre tête aujourd'hui? Vous avez officiellement un chef de file de l'opposition perdu, mais qu'on a peu vu depuis
qu'il a eu cette couronne-là, qui représente la tête de l'opposition aujourd'hui. Vous voulez parler de l'UFC, c'est ça? Non, mais je pense que l'UFC joue son rôle. Ils sont au Parlement. Peut-être qu'il y a de petits problèmes de temps en temps, mais bon, je pense qu'il joue quand même son rôle. Je pense qu'il peut compter également sur... c'est à eux d'organiser l'opposition, le chef de file de l'opposition. Il y a nous... On l'a peu entendu depuis... mais moi, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. A changé de main, oui, mais pour son discours de fin d'année. Mais sur les autres grandes questions, il a été un peu atone. Non, pour ce que moi je sais au niveau du Parlement, l'UFC joue son rôle de première force de l'opposition. Je pense que les extra-parlementaires, c'est à eux de se rapprocher, puisque c'est eux le chef de file de l'opposition. Si j'étais là-bas, moi j'allais vous dire comment j'allais faire pour unir l'opposition, pour que nous puissions faire un front commun, pour que nous puissions assurer l'alternance. Mais c'est eux le chef de file de l'opposition. Je pense qu'il faut qu'ils comptent d'abord sur les partis parlementaires que nous sommes. Après, il faut qu'ils puissent élargir vers les partis extra-parlementaires. Mais cette affaire de chef de file de l'opposition, comment il faut le comprendre? Quel est son rôle? Quelle est sa responsabilité? Vous savez, des fois, il y a des institutions, il y a des tests, mais il y a des hommes qui incarnent ces institutions. Et souvent, c'est ces hommes qui font ces institutions. Donc, il revient à l'UFC de voir comment est-ce qu'ils veulent organiser le CFO. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est Solempio qui dirige le parti, malgré les questions internes de l'UFC, moi, je ne m'en mêle pas, je ne donnerai pas d'opinion. Ce n'est plus une question interne dès lors qu'il est le chef de file de l'opposition à laquelle vous appartenez. Hein. C'est ce que je vous dis. L'UFC, je n'ai pas d'avis à donner sur l'UFC, sur le fonctionnement de l'UFC. Maintenant, chef de file de l'opposition, je vous ai déjà donné des pistes. Il se rapproche des partis parlementaires que nous sommes, puisque nous nous connaissons, nous travaillons ensemble déjà. Après, ils ouvrent aux extra-parlementaires. Il y a l'ANC, il y a la Dynamique, il y a Tipeee, il y a d'autres. Donc, c'est à eux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce poste de chef de file de l'opposition. Parce que les années passent, hein. D'ici les prochaines élections, c'est fini. Concrètement, maintenant, est-ce que cette opposition n'est pas un mouvement sans tête? Non. Nous avons le chef de file de l'opposition qui est l'UFC. Je pense qu'il joue son rôle, c'est tout. Mais comment le faire? C'est à eux de voir. Le chef de file officiel, mais sur le terrain, est-ce que vous pensez franchement aujourd'hui que vous avez un baromètre représente... Vous avez un baromètre là où vous êtes. C'est les élections, le baromètre. Pour chaque parti politique, est-ce que vous avez un baromètre? Donc pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, ils sont chefs de file de l'opposition. C'est tout. Comment réaliser, je ne sais pas s'il faut l'appeler une forme de réconciliation, mais la cohésion entre toutes les forces de l'opposition parlementaire et l'opposition classique qui est restée sur le carreau pour n'avoir pas participé aux élections législatives. Comment réaliser l'union de l'opposition aujourd'hui? Non, mais il revient au chef de file de l'opposition de prendre des initiatives. Il revient au chef de file. Je pense que s'il prend des initiatives et les gens voient un peu le bien fondé de cette initiative, et nous allons l'accompagner. Il revient au chef de file de l'opposition d'organiser l'opposition comme ça se fait dans les autres pays. Mais au Togo, nous avons trop d'ego. On pense que si ce n'est pas nous, c'est personne. Et ça fait le jeu du pouvoir. Donc si on sort de ça, je pense qu'on peut faire quelque chose du bien pour notre population. En dehors du cadre officiel, est-ce qu'il est urgent pour vous, parce que vous l'avez dit lors de notre précédente émission, qu'il est crucial que l'opposition se retrouve aujourd'hui? On doit se retrouver, on n'a pas le choix, sinon nous allons disparaître. Il y a des gens qui ont commencé le combat en 90 qui ont disparu. Ils n'ont ni conseillers municipaux, ils n'ont ni maire, ils n'ont ni député. C'est fini. Il y en a qui ont disparu déjà. Mais dans ce contexte-là, vous attendez l'appel du chef de file de l'opposition? Est-ce qu'il ne faut pas prendre vos responsabilités? À mon humble avis, vous sentez la nécessité que l'opposition s'organise aujourd'hui pour faire face au combat politique? À mon humble avis, il revient au chef de file de l'opposition d'organiser l'opposition, comme cela se fait dans les autres pays. D'engager des discussions autour d'une table. On sait que voilà la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir entre nous. Voilà comment on doit s'organiser. S'il y a une coalition électorale à faire, ponctuelle, on l'a fait pour gagner une élection. Mais le reste, chacun a sa liberté et l'opposition est plurielle. L'opposition est plurielle et nous voulons garder notre identité, notre indépendance. L'opposition est plurielle. Mais organiser l'opposition, il revient au chef de file de l'opposition d'organiser l'opposition.
sous quelle forme, selon vous, est-ce qu'une coalition de l'opposition est encore possible? Parce qu'il y a eu plusieurs coalitions qui n'ont pas fonctionné. Je suis contre les coalitions, la je vous l'ai déjà dit. La C14 n'a pas fonctionné. Non, je suis contre les coalitions, c'est un panier à crabe. Quand les gens parlent d'intérêt, les gens pensent d'abord leur intérêt. Quand ils vous parlent là, ils parlent d'eux d'abord. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, eux aussi, ils ne sont pas d'accord. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'opposition est plurielle. Mais nous devons nous entendre sur ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire pour préserver l'unité de l'opposition. Maintenant, c'est l'électorat qui va décider, c'est le terrain, c'est les résultats qui feront de tel le premier, tel le deuxième et tel le troisième. Et chacun connaît son rang, c'est tout. Il existe une plateforme qui regroupe certains mouvements, forces de l'opposition. Je veux parler de la dynamique populaire, la dynamique Monseigneur Pojo. Est-ce que c'est cette force qui est à élargir ou il faut remettre les pendules à zéro? Non, les gens se sont retrouvés pour aller aux élections. Les élections sont terminées. Chacun connaît sa valeur dans le pays, c'est tout. Et il ne faut pas que les gens... Et c'est une dynamique qui existe encore avec une coordination. Ils ont le droit d'exister. Par l'ancienne coordinatrice de la C14. Est-ce que ce n'est pas un début de revoir auquel il faut s'associer? Non, non. Ils sont partis aux élections, ils étaient candidats comme moi j'étais candidat. Moi aussi, je peux prendre 2 ou 3 partis et une association. Et il faut même que les gens de la société civile ne se mêlent plus des questions politiques. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Parce que la société civile, elle est trop politique. Mais qui va vous respecter si vous prenez, faites cause pour quelqu'un? Qui va vous respecter? Non, non. Il faut qu'on puisse mettre de l'ordre dans cette histoire-là. Les gens s'organisent comme nous aussi, nous pouvons nous organiser pour créer une coalition. C'est juste pour aller aux élections. Les élections sont terminées. Chacun est libre de reprendre son indépendance. C'est tout. Maintenant, il revient au chef de file de l'opposition d'organiser l'opposition. Oui, mais vous dites qu'une coalition au sein de l'opposition ne serait pas viable. Quelle forme d'organisation? Parce que les gens ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Et ils ne peuvent pas... Mais voyez les gens là, est-ce que vous pouvez les mettre ensemble? Non, arrêtez de poser ce genre de questions parce que vous connaissez la réponse. Ces gens-là que vous voyez, est-ce que vous pouvez les mettre ensemble pour travailler? Vous connaissez la réponse. Tous les Togolais connaissent la réponse. Mais pourquoi vous voulez les obliger à travailler ensemble? Allons aux élections, le numéro 1, il connaît le nombre de voix qu'il a eu. Il sait qu'il est en position de force. Le numéro 2 va le respecter. Le numéro 3 sera que tel est numéro 2, tel est numéro 1. Et le débat est clos là-bas. C'est les élections qui vont nous départager, c'est tout. Mais les élections, mais avant les élections, si vous ne vous mettez pas ensemble, comment vous pouvez peser face pas forcément une coalition électorale, mais on se retrouve pour dire, vous comprenez les gars, nous devons gagner ces élections. Si jamais nous parvenons à gagner les élections, voilà sur quoi nous devons nous entendre, nous dirigeons ensemble. Si c'est lors des municipales, on dit, bon, écoutez, le maire, voilà ce que nous allons faire. Si c'est une présidentielle, on dit, voilà, notre projet de société, notre programme de société, nous partageons les ministères. Ça se fait dans n'importe quelle démocratie. C'est comme ça fonctionne. Mais n'obligez pas les gens à avoir un candidat unique, à dire qu'ils ont un programme commun. Ça n'existe pas, ça. Donc vous optez pour des alliances électorales? Oui, mais celui qui te dit candidat unique, il pense à lui. L'autre aussi pense à lui. Le troisième pense à lui. Le quatrième... C'est pas possible. C'est un marché de dupes. Et à partir du moment où ce n'est plus vous sortez, vous commencez par critiquer celui qui est choisi. Ça ne mène à nulle part, cette histoire-là. Laissez les gens être libres de leur opinion, de leur pensée, de leur organisation et de leur ambition. Parce qu'on crée un parti politique, parce qu'on a de l'ambition pour le pays. Donc laissez-les libres. Laissez-les libres. Mais on doit se regrouper pour dire, ben, voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous ne devons pas faire. Parce que ceux qui sont en face, ils sont vraiment forts, ils ont les moyens. Voilà comment nous devons nous organiser. OK? Celui qui arrive numéro 1 ou numéro 2, il soutient le numéro 1. Et voilà le programme que nous allons mettre en place. Et on s'entend. C'est juste comme ça que nous allons faire émerger la vérité et nous allons gagner. Oui, dans 2 mois, le Togo va connaître une nouvelle élection, des élections régionales et sénatoriales. Alors, où en êtes-vous au sein de l'opposition? Comment vous vous organisez pour aborder ces élections? Parce que c'est dans moins de 3 mois, hein. Autant dire que c'est demain. Moi, je ne sais pas. Si vous connaissez le calendrier électoral, il faut me le dire. Moi, je ne connais pas le calendrier. Ce que moi, je sais, ce que je peux vous dire, nous avons été invités à une première réunion par le ministre d'État. Parce que les élections ont été annoncées pour mars, avril. Moi, je ne sais pas. Bon, c'est ce qui avait été annoncé sur les médias. Je sais que nous avons été invités par le ministre d'État à une réunion. Chacun a donné son avis. Nous avons l'ensemble des forces de l'opposition. On a exigé que nos camarades qui sont en détention soient libérés pour apaiser.
Même si certains ont reconnu que ce dossier-là, il est beaucoup plus judiciaire que politique. D'autres ont dit qu'il est politique, mais moi, je ne suis pas rentré dans ce débat. Mais pour que nous puissions aller à des élections apaisées, il fallait qu'on libère les gens. Je pense que ça a été fait. Et nous avons promis qu'on aura une seconde réunion parce que le ministre d'État, il a dit qu'il Il y a ira... une réunion qui est annoncée pour ce lundi. Le mardi, je crois. Ouais, lundi, mardi. Ouais. Oui. Mais il faut que les gens arrêtent la gaminerie, quoi. À chaque fois qu'on vous envoie un courrier, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, vous faites... Non, ça, c'est de l'enfantillage. Mais c'est de la transparence. Mais quelle transparence? On vous a invité, allez-y. Si tout le monde se met à n'importe quel courrier à mettre... Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on se prenne au sérieux, sinon les gens ne nous prendront pas au sérieux. C'est du populisme. Les gens veulent avoir la sympathie de ci, ça. Ça ne vous amène pas au pouvoir, ça. Vous pouvez avoir la sympathie des gens là, vous allez faire du surplace pendant 10-20 ans. Et c'est ce qui est arrivé au Togo. Quel est l'inconvénient d'annoncer dans les médias une réunion à laquelle vous êtes invité? Si ça marche, c'est pour dire que nous, on était contre. Si ça ne marche pas, on dit voilà ce qu'on vous avait dit. Donc les autres là sont des traîtres. Mais quel est l'intérêt de faire ça tout le temps? Quel est l'intérêt de faire ce qu'ils font là tout le temps? C'est de la gaminerie. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. C'est de l'enfantillage. C'est ridicule. On vous invite. Allez-y. Si vous n'êtes pas d'accord avec les gens, vous sortez, vous faites un point de presse, vous dites voilà ce qu'ils nous ont dit. On n'est pas d'accord, c'est simple. Vous n'annoncez pas vos réunions politiques Non, pas que... Non. Vous êtes ministre d'État. Vous invitez les gens. Pour un oui ou un non, ils sortent. Vous pensez que le gars là va encore vous inviter? Il faut respecter la fonction des gens. Quand vous êtes un homme d'État, il y a des comportements qu'il faut avoir. Quand vous êtes même un leader de l'opposition, c'est ces comportements qui font que les gens ne font pas confiance. Même les institutions ne font pas confiance. On dit ces gens-là, c'est des plaisantins. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des discussions que nous avons avec le pouvoir, il y a des discussions que nous avons entre collègues de l'opposition. C'est pas chaque matin qu'il faut aller sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé dire voilà ce que tel a dit. C'est pas sérieux. On vous a appelé, vous alliez. Vous pouvez même sortir juste un communiqué, mais pas mettre le courrier comme ça sur la place publique. Vous pouvez même dire, voilà, on nous a invités, nous irons voir de quoi il s'agit. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là-bas. Et de quoi allez-vous discuter mardi? Je ne connais pas encore l'ordre du jour, donc c'est mardi qu'on verra. Parce qu'il était question, on nous a annoncé des élections régionales, d'accord? Il était question qu'on aille faire un compte rendu au gouvernement sur ce qui a été dit avec l'ensemble des partis politiques. Et maintenant, en fonction du retour, on saura, voilà, quel est le calendrier électoral, comment nous voulons faire. Est-ce qu'il faut ouvrir un dialogue national? Est-ce que nous allons nous contenter uniquement des questions politiques? Est-ce que nous allons l'ouvrir à d'autres questions? Moi, je ne sais pas. Quelles sont les exigences du PDP pour ces discussions? Moi, je pense qu'il faut pacifier le pays. Ceux qui pensent que c'est des détenus politiques, il faut les libérer. Il faut pacifier le pays. Il faut discuter des questions du statut de l'opposition, de la charte des partis politiques. Il faut discuter des questions sociales. Moi, vous savez, à chaque fois que je vous parle de pacifier le pays. Il faut que chacun ait un minimum. Parce que sinon, à quoi servent les élections? Vous nous aviez dit que le pays était déjà pacifié. Mais il faut mieux pacifier le pays. Parce que c'est le social qui pacifie le pays. Quand tout le monde est à manger, quand la route passe dans ton village, quand vous êtes concerné par l'affaire publique, quand il y a des projets qui viennent, 5 ans après, vous voyez qu'il y a un mieux-être. Les gens se sentent appartenir à une communauté de destin, à une nation. Parce que nous sommes un État, mais pour que nous soyons une nation, il faut que les gens se sentent concernés par la chose publique. Voilà ce que nous voulons. Si nous pouvons discuter de ces questions, et sur des questions qui concernent tout le monde, qu'on puisse entendre sur le minimum, et qu'on puisse s'accorder également sur le calendrier électoral, qui dira non? Parce que le gouvernement aussi aurait pu faire un passage en force. Ils auraient pu annoncer une date d'élection et puis commencer par faire l'organisation, mettre en place la CENI. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ces discussions sont importantes. Parce que nous voulons discuter pour qu'il n'y ait pas de quoi, qu'il n'y ait pas de lendemain douloureux pour une élection. Donc, c'est pour ça, peut-être que la procédure là est adoptée. Donc, encourageons-les à aller jusqu'au bout. Pour quels sont les enjeux de ces élections régionales et électorales et sénatoriales? C'est achever la décentralisation, puisqu'il y avait 3 niveaux de décentralisation qui étaient la commune, la préfecture et la région. Maintenant, nous avons supprimé, à travers les modifications constitutionnelles, la préfecture. Donc, il y a la commune, la région.
Et c'est au niveau... ces gens-là, ils doivent être élus pour qu'ils puissent... Je ne sais pas quel est le... Parce qu'il y aura un petit changement au niveau du code électoral ou je ne sais pas au niveau de la loi sur la décentralisation pour voir comment est-ce que la circonscription électorale, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de la région ou la préfecture, c'est combien de délégués on aura, combien de sénateurs? Parce qu'il faut un décret pour voir clair dans cette histoire et pour voir le mot du scrutin. C'est comme ça que nous pourrons nous organiser. Mais quand vous voyez un peu les forces en présence, il faut que l'opposition, qu'on arrête nos divergences, qu'on arrête nos querelles pour qu'on s'organise pour gagner ces élections. Sinon, ça sera très difficile pour nous. Battez même sur la base de ce que nous avons obtenu pour les élections locales. Ça peut vous donner une idée du résultat des élections régionales. Vous comptez y participer? Je veux parler du PDP. Nous allons participer à ces élections. Ça, c'est clair. Nous allons participer, nous sommes présents. Il faut compter avec les centristes. Il faut compter avec le NET. Il faut compter avec le PDP. Nous allons participer à ces élections. Est-ce que ça servira à quelque chose quand on sait que pour les élections municipales, vous n'avez pas pu couvrir d'ailleurs tout le territoire national, vous avez positionné vos candidats dans quelques poches? Non, l'objectif, ce n'est pas quelques poches, non. Là où nous savons que nous avons un minimum de chance. Il ne sert à rien de positionner vos candidats sur l'ensemble du territoire pour avoir un résultat médiocre. Ainsi, au niveau régional, est-ce que vous avez les moyens financiers, les moyens, on avisera. Les ressources On avisera. On avisera. Si nous avons connaissance du calendrier électoral, nous allons chercher les moyens. On avisera. On s'est toujours organisé. Hein. Il s'est dit que ces élections vont venir très vite. Et pour ça, je vous parle. Donc, vous connaissez le calendrier, comme je vous l'ai dit. Des bruits ont circulé. Est-ce que dans ce délai-là, vous pouvez être prêt pour ces élections? Un parti politique sérieux doit être toujours prêt pour aller aux élections. Un parti politique sérieux. On doit toujours être prêt pour aller aux élections. Vous n'avez pas gagné beaucoup de communes. Les élections, toute l'opposition réunie n'a pas obtenu 5% lors de ces élections. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de gagner les régionales? Mais ça sert toujours à quelque chose. C'est une expérience. À travers toutes ces expériences, ces élections, nous, on sait comment s'organiser pour les prochaines législatives. On sait où présenter, on sait où ne pas présenter. Et il y a un travail qui est en train d'être fait sur le terrain. Donc, ça sert toujours à quelque chose. Mais si vous êtes un parti politique, vous ne participez jamais aux élections, vous dites que ce n'est pas transparent, ce n'est pas si d'accord, peut-être. Mais quand est-ce que ça sera transparent pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez? Non. Il faut toujours essayer. Il faut corriger. Il faut attirer l'attention de ceux qui sont là. Les amener à mieux faire. C'est comme ça que vous aurez une place au Parlement, vous aurez une place dans les communes, vous aurez une place dans les Sénats. Pensez-vous que l'opposition aura un meilleur score lors de ces prochaines élections? J'ai bon espoir. Si nous sommes organisés, nous arrêtons les querelles de chapelle, nous pouvons mieux nous organiser, mais pas une coalition. La coalition, ça ne marche pas. On ne peut pas dire on va présenter les mêmes listes. Ça ne va jamais marcher. Si vous savez que le PDP, dans telle préfecture, dans 2 préfectures, que nous sommes bien installés, les autres peuvent nous soutenir. Comme nous pouvons décider de ne pas présenter également dans d'autres préfectures pour laisser d'autres forces de l'opposition passer. C'est de ça que nous parlons. Pas aller faire une conférence de presse, mettre tous les leaders ensemble, des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ne s'aiment pas et qui ne se disent même pas bonjour, mais parce qu'il y a une pression, ils se mettent ensemble sur une table. Quand ils sortent, ils leur disent toi, tu penses que je vais te donner mes voix. Attends, tu vas voir ce qui va se passer sur le terrain. On ne va nulle part avec ça. Qu'est-ce qui vous divise d'ailleurs? C'est une parenthèse que je... Mais posez-leur la question, c'est eux. Moi, je n'ai de problème. Êtes en face. Non, moi je commente. Quand je les aurai en face, je leur poserai la question. Vous. Mais ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas l'habitude de les inviter. Il faut qu'ils viennent dire. Est-ce que vous en savez, monsieur Kamara? Non, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Ne pas les voir et ne pas les inviter, c'est 2 choses différentes. Non, qu'ils viennent dire ce qui les oppose entre eux. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Mais entre eux deux, là, qu'est-ce qui les oppose? Ils n'ont qu'à venir, vous les invitez. Vous êtes là, ils sont là, et ils débattent, que le peuple entende. Invitez-les, les deux, là. Ils n'ont qu'à venir dire qu'est-ce qui les oppose. Et on règle ces problèmes une fois pour de bon, pour qu'on puisse aller à ces élections. Qu'est-ce qui les oppose? Oui, mais à vous écouter, il y a quelque chose qui vous oppose, vous aussi, à eux. Non, moi, rien ne m'oppose, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ce que nous leur demandons. Ils n'ont qu'à arrêter ça. On ne peut pas continuer comme ça. Ils ont fait ça pendant combien d'années? On ne peut pas continuer comme ça. Nous, on n'a pas de problème avec eux. Mais ce que nous disons, soyons sincères, soyons sincères. Considère comme des opposants de la dernière heure venus ne nous demandez avec pas la prétention de...
Non, nous n'avons pas cette prétention. Nous connaissons notre force et nous savons où est-ce que nous allons positionner nos candidats. Nous vous disons, si vous voulez qu'on gagne, si vous savez que le PDP, c'est dans 2 préfectures que le PDP est bien implanté, parce qu'il faut voir les résultats des différentes élections. Dans ces 2 préfectures, nous sommes toujours numéro 2. Pourquoi est-ce qu'il ne viendra pas nous soutenir dans cette préfecture-là? Dans d'autres préfectures, comme les lacs, dans d'autres préfectures, ils sont mieux installés. Nous, si nous allons les soutenir. C'est plus crédible de servir ce discours aux gens que de parler de coalition. Coalition de qui? Qui va laisser sa place pour l'autre? Non. Non. Si des gens vous disent encore ça, ils sont en train de vous mentir. Donc, si je comprends bien, à ce jour, il n'y a pas un début d'organisation, un début de réflexion, un début de travail ensemble pour aborder la prochaine élection. Monsieur Innocent Kagwara. Vous le savez. Je vous ai dit, ceux qui ont participé aux élections présidentielles, là, invitez-les. Ils n'ont qu'à dire qu'est-ce qui les oppose. Ils n'ont qu'à enterrer cette histoire-là pour que nous puissions relancer l'opposition. Mais s'ils ne le font pas, c'est leur responsabilité historique. C'est eux. Pas nous. S'ils nous invitent, nous, on ira. Pourquoi vous ne pouvez pas les inviter? Le problème, c'est entre eux d'abord. S'ils règlent le problème entre eux, nous, on n'a pas de souci. Mais vous pouvez, étant... Non, pour le moment, nous n'avons pas encore cette prétention d'être. Vous dites que vous êtes faiseur de paix, une d'aller force faire une du conférence. Centre. C'est justement c'est l'intérêt du centre. On n'a pas d'hôtel du Golfe au Togo. On n'a pas encore cette prétention-là d'inviter les gens. L'un est là, l'autre est là, et puis ils se serrent la main, et puis les caméras filment. Non, nous, on n'a pas encore cette prétention-là. On est en train de grandir. Mais apparemment, c'est votre vocation. Vous vous identifiez comme des forces du centre. Justement, la force du centre. Nous, tout ce que nous disons, c'est attirer leur attention, mettez la balle à terre. Mettez la balle à terre. Tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, vous attaquez là. Ça ne profite à personne, ça ne va pas profiter à l'opposition. On sera encore massacrés si vous continuez comme ça. C'est tout ce que nous voulons leur dire. Mais nous n'avons pas la prétention de dire c'est nous qui avons raison. Venez, nous allons vous mettre ensemble sur une table, vous allez vous saluer et puis le problème est réglé. Non, nous n'avons pas cette prétention. Mais il faut qu'ils puissent se rendre compte que les gens souffrent. Et si ces querelles continuent, où est-ce qu'on va? Voilà les élections régionales qui sont annoncées. Si les gens là continuent comme ils font là, le numéro 2, le numéro 3 des élections présidentielles, s'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire, où est-ce que nous allons aller? Finalement, à cet allure, est-ce qu'un 3e larron ne viendra pas prendre le butin au détriment de vous et de vos autres amis? Non, parce que nous sommes sûrs d'ici 5-10 ans que nous serons au pouvoir. Les centristes seront au pouvoir, parce que la seule voie, c'est respecter, unir, discuter avec, unir, prendre le pouvoir, mais unir et rassurer. Et discuter avec ceux qui ont commencé le combat et leur dire aussi, vous avez votre place. Donc c'est la seule issue. Certains pensent que les élections ne peuvent pas régler et ils ont la question de l'alternance autour. Bon, et ils ont quelle solution, eux? Si les élections ne peuvent pas rentrer, ils vont faire quoi? Invitez-les, posez-leur la question. Et ils n'ont qu'à vous dire comment ils vont le faire et quel calendrier. M. Kagbara, 2021, on va terminer avec cette question. Qu'est-ce qui va se passer au Togo? Comment vous entrevoyez cette année, les perspectives? Je me dis 2021, sur le plan personnel, nous avons souffert en 2020, en 2021, ce sera une année fantastique pour l'ensemble du peuple togolais, et en commençant par nous-mêmes. Je pense que Dieu nous a fait grâce, nous sommes vivants, nous avons des projets, chacun en ce qui le concerne, et je pense que nous avons la bénédiction divine pour pouvoir réaliser ces projets. Au niveau du gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup de programmes, de projets liés à la présentation de politique générale qui sont en train de dérouler. Ils ont fait le bilan des 100 jours. Nous, on attend de voir. Pour le moment, on s'abstient de faire des commentaires, mais dans les prochains jours, il y aura des interpellations des ministres, il y aura des gens, nous allons demander de faire une reddition des comptes. Ça a déjà commencé. Et au passage, il faut souligner que c'est la première fois que 100 jours après, le Premier ministre vient nous dire voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est intéressant. Première fois de mémoire de journaliste, il me semble que... On l'avait déjà fait? Il me semble que Dem Kodjo a fait ses 100 jours. Oui. Il me semble que le Premier ministre Ongbo l'a déjà fait aussi. L'a déjà fait. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est quelque chose que nous devons mettre dans nos habitudes républicaines. La reddition des comptes, la redevabilité. C'est très important. Parce que nous travaillons pour des gens, en fait. C'est eux le patron, c'est le peuple le patron. Les fonctionnaires d'État, les politiciens, nous sommes des serviteurs. C'est le peuple le patron. Le problème, on fait les 100 jours, mais après, on ne fait plus les 200 jours, on ne fait plus les 500 jours. Non, dans les habitudes... Ça s'arrête généralement aux 100 jours. Non, dans les habitudes, c'est les 100 premiers jours. Peut-être la fin de l'année, on peut encore faire le bilan. Donc, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter d'ici l'année prochaine.
Mais ces bilans, ce qu'on reproche souvent à ces bilans, ils ne sont pas chiffrés. C'est généralement de la littérature, avec Je pense beaucoup ils vont prendre note. d'annonces. Ils vont prendre note et puis peut-être qu'ils vont chiffrer les prochaines présentations, peut-être. Ça, je n'en sais trop rien. Moi, je ne suis pas au gouvernement. J'observe comme vous. Vous avez été très optimiste pour l'année 2021. C'est un optimisme de politiciens, de croyants Non, de ou croyants, de parce techniciens. que nous sommes tous croyants, mais je pense que nous avons pris les mesures qu'il fallait. Et 2021, les perspectives sont bonnes. Et nous devons croire. Le leadership, les énergies que nous donnons aux autres en tant que leaders, nous devons les amener à les tirer vers le haut. Pas faire le contraire. Donc, et moi, je suis optimiste pour l'année 2021. Parce que les signaux que je vois, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas beaucoup à voir ces signaux. Je peux me tromper, mais moi, au moins, j'ai l'humilité pour venir dire peut-être que je me suis trompé. Vous voyez? Mais il faut espérer. Il faut espérer. Il faut être courageux, il faut être patient, mais il faut espérer. Il faut avoir de l'espérance, il faut avoir de l'ambition pour son pays. Et nous ne devons pas souhaiter que les gens échouent. Parce que ceux qui échouent là, même s'ils échouent, ils sont au pouvoir. Qui en souffre? C'est nous. On ne doit pas souhaiter leur échec. On doit les critiquer, mais pas souhaiter leur échec. Ils doivent réussir pour le bien de la population. Donc 2021, une année merveilleuse. Une année d'espoir pour le peuple togolais. C'est une conviction personnelle que je veux partager avec l'ensemble de mes concitoyens. Et pour votre parti, quelle sera la nouveauté, la petite touche pour cette année 2021? Le terrain, Qu'est-ce qui va changer? le terrain, continuer par recruter surtout des militants de conviction, pas les militants qui viennent nous emmerder, hein, non, on n'en veut plus. Des gens qui sont intéressés parce qu'ils doivent aller, non, on n'en veut plus. On veut des militants de conviction, des gens qui participent à la vie du parti, qui connaissent les valeurs du parti. Et pour les élections régionales, pour le moment, on n'a pas encore fait le point pour voir quelles sont nos ambitions. Mais en fonction de ce que le ministre va nous dire, nous allons définir notre stratégie, mais nous serons sur le terrain. Donc le peuple togolais peut compter sur le PDP et l'ensemble des forces qui sont au centre. Vous n'avez pas annoncé l'union de l'opposition pour 2021. Ce sera pour 2022? Non, l'union de l'opposition, il revient au chef de file de l'opposition d'organiser l'opposition. Mais tout ce que nous voulons, c'est que le numéro 2 et le numéro 3 des élections présidentielles, qu'ils enterrent la hache de guerre et qu'ils se donnent la main. C'est tout ce que nous avons dit durant cette émission. Qu'ils arrêtent ça. C'est difficile, hein? C'est difficile, mais c'est nécessaire si nous voulons aller de l'avant. Mais ça ne veut pas dire que nous allons rentrer dans une coalition et penser que l'autre forcément nous aime. Non, nous sommes tous politiciens. Chacun, peut-être sur le terrain, veut être numéro 2 ou numéro 1. Mais c'est faire en sorte de ne pas fragiliser, continuer perpétuellement à fragiliser l'opposition. C'est ça que nous ne voulons pas. Mais nous pourrons nous entendre. Il y a peut-être des points d'achoppement, il y a des sujets sur lesquels nous n'allons pas nous entendre, mais que ça reste entre nous. Que ça ne soit pas... on ne va pas jeter nos collègues sur la place publique comme ça. Merci, M. Kagwara. Bonne et heureuse année 2021. C'est nous qui vous remercions. C'est toujours un plaisir partagé. Je vous remercie. Bonne et heureuse année à l'ensemble du peuple togolais, à l'ensemble de nos concitoyens. Dieu nous aime et nous sommes une nation bénie. Merci. Merci. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Qu'est-ce qui reste? À refermer mon ordinateur, à vous dire au revoir. À la prochaine.